La plupart des entreprises meurent lentement, un trimestre après l'autre, souvent sans même s'en apercevoir. C'est une citation de Clayton Christensen, le grand penseur de l'innovation de rupture. Ça interpelle, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait, surtout quand on lit les documents qu'on a là. Exactement. Ils décrivent une situation que beaucoup de PME doivent connaître, j'imagine. On a ce cas François là avec son chiffre d'affaires qui baisse encore. Troisième trimestre de suite. Marge sous pression. Part de marché qui recule. Et ce n'est pas juste lui, apparemment. Non, non. Il y a cette étude McKinsey de 2023 qui est citée. Elle dit que 67% des PME en Europe sentent que ça va moins bien, que leur position concurrentielle s'affaiblit, mais bien avant de vraiment comprendre pourquoi. C'est ça. Et la menace, justement, ce n'est pas forcément un gros truc brutal. Les sources insistent là-dessus. C'est plus une sorte d'érosion lente. Oui, une érosion. On perd des clients face aux plateformes digitales, les marges sont grignotées par des concurrents plus vifs peut-être, l'automatisation qui menace des savoir-faire, et face à ça, les réponses habituelles, Couper les coûts, investir un peu en technologie. voilà. Ça semble souvent tomber à plat. Pourquoi ça marche pas si bien? C'est un point vraiment central dans les documents. Il y a comme un paradoxe. Les réactions classiques, elles traitent les symptômes. Vous voyez, la baisse des marges, ok, mais pas la racine du problème, qui est... La remise en question de la proposition de valeur même de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on apporte vraiment aux clients aujourd'hui? Investir dans une machine sans revoir le modèle global ou faire des analyses pendant des mois. On passe à côté. On passe à côté des essentiels. L'exemple de Nokia est intéressant comme il est présenté ici. Ils étaient forts sur le matériel, les téléphones eux-mêmes. Mais ils ont peut-être pas vu que la vraie bataille, elle se déplaçait. Vers le logiciel, l'écosystème. Exactement. C'est un bon avertissement sur où la valeur peut migrer, quoi. Hmm. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les sources suggèrent de voir cette menace, non pas comme une fatalité, mais comme une opportunité. Oui, transformer la menace en opportunité. Comment on fait ça? Passer de la défense à l'attaque, en quelque sorte. Alors, l'approche qui est décrite, ils appellent ça innovacteur dans les documents. On dirait une méthode pour catalyser ce changement de l'intérieur. Ça repose sur une idée assez forte. Les crises, c'est fertile. Fertile pour l'innovation, oui. On nous rappelle des exemples comme Apple avec l'iPod, juste après la bulle Internet, ou Netflix qui pivote vers le streaming pendant la récession de 2008. L'idée, c'est vraiment de se réinventer. De l'intérieur. De l'intérieur, en s'appuyant sur des cadres, des méthodes éprouvées. On cite la norme ISO 50001 pour le management de l'innovation. Ah oui, la norme ISO. Voilà. Mais attention, adapté à la réalité des PME. Ce n'est pas juste pour les grands groupes. D'accord. Donc, concrètement, si une PME se dit « Ok, cette crise, je vais l'utiliser », par où commencer? Quelles sont les toutes premières étapes suggérées? Alors, 3 étapes sont mises en avant. La première, et c'est peut-être la plus dure, sortir du déni. Reconnaître qu'il y a urgence. Exactement. Il y a même un petit exercice proposé. Imaginez comment vous feriez pour disrupter votre propre boîte. C'est radical, mais ça peut ouvrir les yeux. Ça doit secouer un peu, oui. Et après? Deuxième étape. Construire une équipe, une coalition de changement. Aller chercher les innovateurs naturels, ceux qui ont des idées, même s'ils ne sont pas au service R&D. Voilà, ils existent souvent partout dans l'entreprise. Et la troisième étape, c'est de définir une nouvelle vision pour l'avenir, Crédible, ambitieuse. oui, qui s'appuie sur ce que l'entreprise sait faire, ses forces, mais qui définit une nouvelle valeur, unique sur le marché. Ces innovateurs naturels, les repérer en interne. Ça semble essentiel, mais pas forcément simple dans une PME où tout le monde a déjà la tête dans le guidon. Est-ce que les documents donnent des pistes là-dessus? Comment on les trouve? Alors, les sources soulignent bien l'importance de regarder au-delà des titres et des fonctions, mais non, elles n'entrent pas vraiment dans le détail des méthodes pour les repérer précisément. Ça, c'est sans doute un défi pratique. D'accord. Par contre, ce qui est souligné, c'est que l'agilité des PME, Leur taille plus réduite, leur capacité à décider vite? c'est présenté comme un atout majeur pour mener cette transformation. Une fois que la vision est claire et que l'équipe est mobilisée, une PME peut bouger plus vite qu'un grand groupe. Donc même si les exemples comme Apple ou Netflix sont à une autre échelle, l'idée reste valable. L'agilité compense peut-être les ressources moindres. Absolument. Si on devait résumer les points clés de ces lectures, bien, primo, l'érosion concurrentielle, c'est réel et souvent insidieux pour les PME. Mhm. Les réponses traditionnelles, souvent, ça suffit pas. Ça ne touche pas au cœur du problème, qui est la proposition de valeur. Ok. Et tertio? Une autre voie existe. Voir la crise comme un catalyseur pour innover en profondeur en utilisant des méthodes structurées
et en mobilisant les talents internes. Et cette idée d'agilité comme atout, ça ouvre une dernière porte, une réflexion qui va un peu au-delà des documents peut-être. Si l'agilité aide à réagir à la crise, Oui, est-ce qu'une PME ne pourrait pas l'utiliser de manière proactive? Au lieu d'attendre d'être menacée, utiliser cette agilité pour initier elle-même une disruption sur son marché, pour prendre les devants, quoi. ah, c'est une excellente question. Devenir le disrupteur plutôt que le disrupté. Voilà, c'est une piste intéressante à creuser. Tout à fait. De quoi réfléchir après notre discussion.